Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Déjà, toutes nos excuses pour ce léger retard pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. De toutes les façons, nous irons jusqu'à 11h52. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique. Une problématique très importante nous interpelle ce matin. Nous allons parler du choix des hommes politiques avec une question bien fondamentale. Qu'est-ce qui est préférable? Les investitures ou alors tout simplement le choix de la base, ce que les autres appellent les primaires. Et nous aurons pour cas d'école ce matin les prochaines élections législatives et municipales au Cameroun, en principe qui devraient se tenir le mois prochain. Qu'est-ce qui est préférable? Les investitures ou les primaires? Certains estiment qu'en optant pour les investitures, on laissera la place à ces magouilles que vous maîtrisez probablement mieux que moi. Au moment où si nous optons pour les primaires, ce sera véritablement la volonté du peuple. J'ai failli dire la volonté de la base. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué ces autres arrêts qui vous intéressent également. Tout à l'heure, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun avec TVB. Vous aurez également votre dénonciation du jour. Et comment pouvait-il en être autrement? Dans le cadre toujours de ces échanges, on aura un mot à dire sur la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée il y a quelques heures du côté du Maroc avec ce que certains ont appelé la catastrophe du football africain concernant l'arbitrage que certains ont estimé tout simplement du n'importe quoi. Quel aura été le regard que vous avez posé tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc qui finalement a eu comme vainqueur le Sénégal? Mais alors, quel vainqueur? Ça a été une nuit très longue. De toutes les façons, nous refaisons le match à notre niveau dans le cadre justement de ce programme. Et j'accueille ces invités justement qui sont déjà parmi nous ce matin. Marcel Mbomon, bonjour. Bonjour, ici. Comment vous allez? C'est bien. Je souligne que vous êtes expert financier. J'ai été responsable politique. Vous préférez donc parler Non, ce tout matin ça, comme j'ai été politicien? Premier vice-président de Feu Samba. Donc tous ces sujets-là m'interpellent. J'ai été vice-président, président de sous-section et président de section et de PC, le KS. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons une autre femme politique. Elle soutient les idéaux de l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, le président. Madame Abega, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Très bien. Surtout bonne année également. Hein. Bonne année, Ça merci. fait exactement 1 an que nous ne sommes plus revus. Exactement. Merci d'être parmi nous ce matin. Bernard Owana reste un homme des médias, mais également un homme politique. Il est également là ce matin. Il soutient les idéaux du RDPC. Bernard Owana, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à votre panel déjà installé. Merci pour cette autre invitation dans le cadre de cette merveilleuse émission Espace Miné. Je voulais apporter un complément d'information à la suite de ce que vous disiez sur la tenue des élections législatives municipales attendues, que exactement et de par la loi, les élections devraient se tenir en principe le 31 mai ou le 9 août. Donc le 9 août dans le cas où le président national, de par la Constitution, proroge encore le mandat des élus locaux. Si ce n'est pas le cas, donc le 31 mai. Merci Bernard Owana. Alain Douk est également parmi nous ce matin. Bonjour Alain. Bien bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là pour cette nouvelle semaine d'Espace Miné. J'espère bien qu'on déminera l'espace pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs à travers le monde et sur toutes les différentes plateformes existantes. Je les salue donc, ces millions de téléspectateurs à travers le monde. Je salue nos artificiers de l'ombre, je salue mes co-discutants déjà installés et toi de même. 10h, 11h52, Espace Miné. Théophile Vianébia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel ce matin. Bonjour également à nos téléspectateurs fidèles que je retrouve encore ce lundi. Comment avez-vous trouvé la finale d'hier, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc? C'était un véritable régal. On s'est régalé parce que les deux lions étaient en train de s'affronter et il y a un lion qui a été plus fort que l'autre. Les lions de l'Atlas contre les lions de la Teranga. Oui. Mais ça a été compliqué. Hein. Très compliqué. Canal Plus ne nous a pas tout montré. Hein. Dieu merci, il y avait d'autres caméras au niveau du stade. Oui. C'est ce matin que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. C'était compliqué. Hein. Très compliqué. On a frôlé le pire. Bien sûr, mais par la grâce et bien sûr par l'esprit fair play qui anime les uns les autres, on a pu retrouver la stabilité.
Est-ce qu'il faut également se dire, en regardant quand même cette finale hier, et surtout la ténacité du peuple sénégalais, Oui. et surtout cette manière de dire haut et fort, on n'accepte pas cette injustice. Est-ce qu'il faut dire que rien ne sera plus comme avant, même au niveau du football mondial? C'est ce que nous constatons. Rien ne sera plus comme avant. D'ailleurs, sur le terrain, ça se vit, ça se voit. Hier, c'était une finale à nul autre pareil. Et donc, on peut tout simplement conclure que rien ne sera plus comme avant. Une finale qui entrera dans l'histoire. Elle est déjà entrée dans l'histoire. 10h, 11h52, TVB nous a retrouvés. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mvan, qui est disponible en kiosque et qui parle de développement des infrastructures de transport vers un partenariat Cameroun-Émirat. Cette information est à retrouver en page 3. C'est l'objectif de l'audience accordée ce 16 janvier à Yaoundé par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalabibé à une délégation d'investisseurs de ce pays du Moyen-Orient conduite par les responsables du National Plus Group, comprenant les représentants des Emirates Airlines et Tihad Rai et Abu Dhabi Ports. Retour donc sur cette information, c'est avec ce journal d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Le journal Info Matin, le quotidien numéro 1949 de ce lundi 19 janvier 2026, parle de campagne caféière 2025-2026 sous le signe de la remontada des prix. La cérémonie de lancement à ce 16 janvier à Baditoum, arrondissement de Doumentan, département du Oignon, région de l'Est, était présidée par le ministre du Commerce qu'accompagnaient ses collègues Gabriel Mbaye-Robé du Minader et Joseph Lé du Minfopra et grand élite de la région de l'Est. Luc Magloire Marga-Tangana a, entre autres, encouragé les jeunes et recommandé de capitaliser les atouts tout en invitant les industriels à transformer localement pour une consommation locale. Le témoin de Francis Bonga parle également de cette filière café, le retour des jours meilleurs, hausse des cours mondiaux, reprise de la production nationale et amélioration sensible des prix aux producteurs. La filière café retrouve des couleurs. Cette embellie intervient au moment où le ministre du Commerce Luc Magloire Marga-Tangana procède ce 16 janvier au lancement officiel de la campagne caféière 2025-2026 à Baditoum dans le Oignon, région de l'Est Cameroun. Sans détour, parle également de la filière café ce matin. Le journal de Nestor Diatou titre en une: filière café, consolider les acquis de la relance. C'est le challenge lancé par le gouvernement à travers le ministre du Commerce à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la campagne caféière 2025-2026 organisée à Baditoum dans le Oignon le 16 janvier 2026. Et si on faisait un tour du côté du Septentrion avec lait du Sahel, le journal de Guibaï Gatama parle donc du Faro. Le lamido de Voko échappe à un lynchage. Cette information est à retrouver ce matin au journal de Guibaï Gatama qui donne donc des précisions parlant de cette affaire. Le journal de Guibaï Gatama qui est donc disponible en kiosque revient à nous faire savoir ce matin que parlons bien sûr de ce qui s'est passé du côté du Septentrion. Une chasse contre des orpailleurs à l'origine des tensions entre les populations et l'Olamida soupçonné d'être de mèche avec les forces de défense et de sécurité. La chefferie a été incendiée par la population et le véhicule du Lamido caillassé. Cette information est à retrouver ce matin au journal de Guibaï Gatama. Nous quittons l'œil du Sahel pour retrouver à présent également en kiosque un autre journal. Il s'agit du journal Le Messager. Le journal de Fepius Ndiaoui s'intéresse à l'an 3 de l'affaire Martinez Zogo. Où sont les coupables? Ce journal s'interroge et nous fait savoir que 3 ans après l'assassinat de l'animateur radio, l'instruction judiciaire piétine encore entre zones d'ombre, lourde responsabilité présumée et une question centrale qui hante l'opinion publique qui a donné l'ordre de tuer. Le journal en parle donc ce matin de la page 4 à la page 5. Intéressons-nous à la formation doctorale avec la mutation de Georges-Alain Boyomo. Discorde magistral. Les conditions de sélection de 600 candidats pour la reprise des études doctorales dans les universités d'État sont querellées. Les griefs portent notamment sur les quotas par université et le montant des droits universitaires par étudiant. Cette information est à lire en page 5 du journal de Georges-Alain Boyomo. Ayouk Tabé s'est exprimé. Le journal Le Jour a donc pu capter sa réaction. Je n'ai jamais été
était en possession d'une arme à feu. Cette réaction est présentée ce matin en une du journal d'Aman Mana. CAN 2025, le Sénégal sacré champion d'Afrique. C'est ce que nous dit le journal d'Aman Mana ce matin en pied de une. Cameroun Tribune parle également de CAN 2025. Le Sénégal triomphe. À retrouver donc cette finale de la page 27 à la page 30 du journal que j'ai Marie-Claire Nana. Cameroun Tribune. Intéressons-nous à la constitution du 18 janvier 96, 30 ans déjà, fruit d'un consensus de forces politiques et sociales nationales. Ce texte est venu consacrer une société libérale et démocratique tout en affirmant le caractère décentralisé de l'État unitaire, garantissant les droits des minorités. 3 décennies plus tard, toutes les institutions sont fonctionnelles, même si le débat se fait jour sur la révision de certains aspects. C'est de la page 4 à la page 5 qu'on s'intéresse donc à la constitution du 18 janvier 1996 et c'est Cameroun Tribune qui en parle ce matin. Le journal de l'affaire ici, le firmament, s'intéresse à l'affaire CAF. Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, sanctionné pour son patriotisme. Le journal Le Firmament nous le dit ce matin en une, loin des stades de la Coupe d'Afrique des Nations qui a pris fin dimanche 18 janvier 2026 au Maroc. La sanction contre le patron de l'instance fêtière du football camerounais suscite la polémique et la colère du grand public en raison d'un verdict au contour flou prononcé par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Une injustice qui expose au grand jour les méandres du sport et le journal Le Firmament revient donc sur cette injustice ce matin en page 4, Forum national de la jeunesse. Quel intérêt? Dans un contexte de marginalisation de cette classe sociale, le journal s'interroge en page 3 et revient sur la cérémonie dédiée aux jeunes tenue du 14 au 16 janvier 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé et qui a été présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Cette cérémonie a été présentée par ses organisateurs comme un lieu d'opportunité pour une fraction de la population pourtant oubliée et dans l'impasse de trouver les meilleures conditions de vie. C'est bien sûr le Firmament qui revient donc sur toutes ces informations ce matin et nous les livre. La vitrine qui est disponible en kiosque et qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse dans son édition spéciale parle d'élections législatives et municipales 2026. Nous plaidons pour des primaires dans le RDPC dans une missive envoyée à Monsieur le Président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. RDPC, l'ancien président du comité de base, ancien président de sous-section et ancien vice-président de section dans le Funzi, le journaliste Bernard Oona plaide pour l'organisation des élections primaires au sein du parti au pouvoir en prélude au double scrutin législatif et municipal prévu cette année. Dans le strict respect des textes de base qui régissent le fonctionnement de ce parti leader, l'ancien membre du Conseil national de la communication exhorte vivement le grand camarade de Paul Biya à donner une chance à la base militante pour qu'elle choisisse elle-même celles ou ceux qui seront appelés à parler en son nom. Bernard on estime que la démocratie, la vraie, ne saurait s'accommoder des très hautes instructions et des plus fermés. Plus fermé est mis entre guillemets dans ce journal et l'information est à retrouver en page 3 du journal La Vitrine, journal avec lequel nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Tout en vous invitant à vous rendre massivement dans les kiosques, je vous souhaite de passer une excellente journée et de rester en très bonne compagnie de cette émission Espace Minier. Merci TVB pour cette abondante actualité parue en kiosque au Cameroun. Le lundi, c'est souvent abondant. Affaire Martinez-Zogo. Qui sont les coupables? Le messager s'interroge. J'aurais préféré que le messager nous donne une réponse. Pourquoi on s'interroge? Jusqu'ici, le messager s'interroge encore. C'est une interrogation journalistique. Exact. Je suis sûr qu'ils ont la réponse. Et le messager s'interroge encore en disant qui a donné l'ordre. Dans la page, on retrouve également cette interrogation. Qui a donné l'ordre de tuer? Est-ce que c'est si difficile d'avoir toutes ces réponses 3 ans plus tard? Nous ne pensons pas que ce soit si difficile, mais nous pouvons dire ici que la justice camerounaise continue de faire son travail. Nous espérons que nous n'allons pas atteindre 6 ans sur cette même affaire. Je peux coller un mot là. Bernard, est-ce que tu es obligé de coller un mot sur des problèmes compliqués? Non, c'est pas Je compliqué. savais que tu voulais coller un mot. Et que tu allais coller un mot. Ici, Bernard, vas-y. du 5 au 6 janvier dernier, le tribunal militaire a auditionné le 18e témoin. Donc, il faut préciser que parmi les 18 témoins qui sont passés à la barre, les 3 derniers ont été les plus stratégiques pour la manifestation de la vérité. Et pourquoi? Parce que même le messager peut déjà répondre à ces interrogations. On commence à voir clair sur les commanditaires ou le commanditaire et on commence à voir clair sur les exécutants de cet assassinat. Parce qu'il y a eu
un Ekassi qui a tout dit, il a même cité le nom de celui. Non, toi ne cites pas. Non, moi je ne cite pas. Je dis que lui là-bas, il a cité. Et c'était public. Même si tu ne le dis pas ici, c'était public. Tout le monde a suivi. Je préfère que toi tu le dises Voilà, pas ici. Il a cité. C'est une affaire compliquée. Très compliqué. 3 ans après, le pauvre Martinez est toujours dans la glace à l'hôpital central de Yaoundé, malheureusement. De toutes les façons, parce que c'est ici que nous donnons le temps. Bientôt, on vous dira ce qui s'est réellement passé. C'était juste un avant-goût. Nous sommes en train de boucler notre enquête. Nous sommes en train de boucler. Merci à TVB d'avoir encore été là ce matin. Nous nous disons à demain à 10h. Avec le même plaisir et le même Mais bonheur. toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Et nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce début de semaine. La dénonciation de ce matin est portée par une jeune dame, une compatriote qui vit une relation amoureuse plutôt, jusqu'ici, qui était plutôt heureuse. Elle cohabite déjà en fait avec son amoureux. Ils sont depuis quelque temps, un temps relativement long ensemble. Ils cohabitent et ils entendent véritablement officialiser la chose dans le sens du mariage, c'est-à-dire la dot, puis tout ce que vous connaissez par la suite de mariage civil, etc. Mais ce qu'elle veut dénoncer ce matin, c'est l'attitude en réalité de son fiancé, si je veux bien l'appeler comme ça. Elle dit qu'il est charmant, il n'y a pas de problème, ils sont compatibles presque en tout point. Vraiment, il a le profil qu'il faut, presque en tout. Et tous les deux d'ailleurs sont plutôt épanouis sur le plan matériel et professionnel. Mais il y a un hic. Le hic c'est quoi? Le hic c'est que c'est très difficile. C'est-à-dire que on pourrait dire ici que c'est vraiment le genre idéal qu'on voudrait, ou alors l'époux idéal, sauf cette histoire-là qu'elle fustige ce matin. Lui, son problème, c'est que vraiment parfait pour avoir une relation sexuelle avec sa fiancée en question. S'ils en ont un, au bout de 2 mois, vraiment, il faut ouvrir le champagne. Il faut louer le Seigneur. Donc, Donc, il est chiche. il est chiche de ce côté-là, dit-elle. Presque inexistant. Elle dit qu'elle a beau parfois essayer de changer la donne. Elle essaie de se rendre attirante, sexy, un peu provocatrice, avec de la lingerie fine, ce genre de choses, des dîners dans des cadres. Hein, on change un peu la configuration de la maison et tout pour... L'adrénaline plus monte. Voilà, l'adrénaline monte, on stimule la libido et tout ça, on se dit que le gars, là, il va casser la baraque et tout, mais il est toujours là, il ne change pas. Donc vraiment, si vous arrivez à deux fois sur 3 mois, vraiment, je sais pas, c'est que c'est un miracle. C'est un miracle, un tout petit peu. Donc, elle dit que dans l'ensemble, tout se passe bien, sauf cet aspect-là. Donc, elle dénonce ça, et elle a un problème, elle veut des conseils à ce sujet, parce qu'elle veut savoir, elle sent que là, à ce niveau, ils ne sont pas en phase sur la question sexuelle. Est-ce qu'à la longue, si elle continue dans le processus, s'il faut aller doter, puis finalement, se lier devant le maire, etc. Est-ce que par la suite, elle n'aura pas de problème dans ce mariage? Est-ce qu'elle ne sera pas malheureuse? Elle se pose cette question, elle est hésitante. Est-ce qu'elle doit rétro-pédaler, sortir de la relation, bien que sur les autres aspects, vraiment, elle trouve que c'est l'homme idéal. Donc c'est ça qu'elle pose sur la table aujourd'hui, tout en dénonçant. Elle veut quelques conseils de nos téléspectateurs. Alors, le mari a à peu près quel âge? Enfin, le fiancé. Oui, le fiancé, il a 37 ans. Et la dame? La dame, elle a 30 ans. Dans les 30 ans. Ils vivent depuis combien de temps? Comme ça, cette cohabitation dure depuis 2 ans. 2 ans. Oui, Ils mais ils sont sont sous le même ensemble. toit. Oui, sous le même toit. Ils sont ensemble depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Ils n'ont pas encore d'enfants. Non, pas encore. Surtout même qu'à ce rythme-là, c'est un peu bizarre. Je commence par Bernard Rona. Oui. Toi qui es habitué des situations compliquées. Oui. La femme se plaint. La femme se plaint juste sur un seul aspect. Oui. Elle-même avoue que tous les autres aspects, c'est même l'homme idéal. Oui, parfois ici, j'ai souvent assisté aux célébrations de mariage. J'avoue que dans ces célébrations,
l'officier d'état civil ou monsieur le maire insiste souvent sur un article qui rappelle à l'homme qu'il a un devoir très rigoureux à assumer, celui du lit. Il faut faire l'amour à sa compagne. Ah bon? Très régulièrement, à la limite toutes les 2 nuits. Il faut faire l'amour à sa femme. On travaille beaucoup, hein? Non, monsieur Parta, ici, Lorsque tu as des problèmes de pension des enfants, problèmes de loyer, tu n'as pas encore construit au village, il y a l'oncle qui est mort, il y a l'autre qui doit être appelé des hernies. Le danger dans cette affaire, c'est que si tu ne le fais pas, quelqu'un va t'aider. Et il y en a même parfois, tu le fais, quelqu'un t'aide toujours. Donc là, c'est des méchants, c'est des méchants. Là, c'est des méchants. Alors, je pense que quand on a 37 ans et qu'on a 2 ans seulement de vie commune, c'est dangereux pour l'avenir parce que moi, personnellement, ce que je devrais conseiller à cette jeune dame, c'est de... Elle n'est pas là. Je voulais lui demander que quand ils font l'amour, est-ce qu'elle sent son mari? Est-ce que le mari est percutant? Est-ce qu'il est, là? Est-ce qu'il est présent? Au moins cette question-là, je l'ai posée. Ouais. Voilà. Alors la réponse... On est quelque part là quand même entre assez bien et passable. Alors, c'est déjà bien. C'est déjà quelque chose. Alors, si... Mais ça n'est pas très bien, parce que assez bien passable. Voilà, assez bien passable. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Mais moi, je voulais quand même dire que, bon, quand je... Au moins, même alors, si on le fait une fois en 2 mois, que ce soit appliqué. Oui, donc comme c'est une fois en 2 mois, ça doit être très fort. Ça doit être trop fort. Mais la femme recharge les batteries. Oui, que la femme prenne le temps de digérer. Et donc, je pense, parfois, ici, quand on a 37 ans, moi, je me souviens, quand j'avais 37 ans, j'étais vraiment performant. Ah bon? Très performant. Un véritable état. Les femmes de cette époque-là peuvent en témoigner, si elles regardent l'émission. Mon épouse même pas en témoigner. C'était comme un petit qu'on a vu en vidéo. J'étais bien. Voilà. Ouais, j'étais bien. Mais alors, quand quelqu'un a 37 ans et qu'il fuit le sexe avec celle qu'il va épouser, je pense qu'il y a un sérieux problème. Ce monsieur doit nous dire exactement quel est son problème. Il doit avoir un autre problème, je pense. Ce monsieur doit avoir un autre problème. Je passe la parole à un autre ancien. Hein. Il paraît que dans ce genre de choses, l'expérience compte également beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qui peut justifier le fait que un jeune homme, comme c'est encore un jeune homme, 37 ans, tu es un jeune homme, et vous avez également une jeune dame qui a à peine 30 ans, ça veut dire que tout est encore en place, et que vous puissiez avoir un rythme une fois en 2 mois, et on dirait que c'est même seulement en 2 mois, on doit célébrer. Donc parfois ça peut mettre une fois en 3 mois. Bon, qu'est-ce qui peut justifier le fait que ce monsieur n'ait pas toujours envie d'aller en intimité avec sa compagne? Merci beaucoup. Ce n'est pas au jeune homme qu'il faut en vouloir. C'est à la dame. Ah bon? Elle doit savoir choisir. Elle doit savoir choisir. Elle a fait un mauvais choix. Elle fait un mauvais choix. Pourquoi elle reste accrochée à ce monsieur-là? Il a dit quelque chose et je vais le redire en d'autres termes. Le code civil, moi je suis juriste, pas privatiste. Le code civil règle ce problème. Quand vous allez aux célébrations des mariages dans les mairies, on revient sur les devoirs qui naissent du mariage. Voilà un devoir fondamental. Vraiment. Qui ne peut pas être rempli, respecté. Mais il est collé à ce monsieur-là. Il y a quoi? Il y a quelque chose d'autre. On t'a quand même dit Quelle que... est la cause impulsive Non, et on t'a dit que déterminante? le monsieur est mignon. Le monsieur a un bel emploi. Et Voilà. voilà. Le monsieur assure dans tous les autres domaines. Voilà, elle choisi. Oh, votre fille là, elle a chanté. Elle s'appelle comment encore? Dédé Dédé Pons. Le Pons. ventre et le bas Bas-ventre. Et le tour est joué. Voilà. Et il a dit autre chose, vous nous avez dit, dans le monde contemporain, au Cameroun en particulier, les messieurs vivent des situations extraordinairement difficiles. C'est d'abord psychologique, Tout à fait. avant que ce soit charnel. Il a peut-être d'autres problèmes. Et la jeune dame, moi je suis grand-père, ma fille est née au moins 45 ans. Bon, voici le conseil que j'ai donné à quelques-unes de mes étudiantes à soi. Il ne faut pas épouser l'homme que vous aimez. Il faut épouser l'homme qui vous a prouvé qu'il vous aime. Ça paraît contradictoire, Non, mais c'est c'est vraiment, ce n'est fondamental. vraiment pas bien. Ça, c'est l'entourloupe. C'est pas l'entourloupe. S'il ne vous aime pas, et l'amour Si une femme pour ne t'aime vous, pas, c'est dangereux. gratuit. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Si c'est vous qui l'aimez et elle ne vous aime pas, ça ne peut pas marcher. Moi, c'est plutôt le conseil qu'on lui donne aux hommes. Hein. Que
d'épouser la femme qui vous aime, mais que vous aimez moins, pour que vous ne soyez pas torturé. Je donne le conseil aux jeunes dames, parce que c'est elle qui soulève souvent ce problème. Madame, elle a été témoin. Les jeunes dames posent ce problème souvent devant n'importe qui. Devant la belle-mère, devant les beaux-frères, devant n'importe qui. Quand les hommes se plaignent, quand l'homme est content, il doit aussi chanter l'autre, n'est-ce pas? Voilà. Quand l'homme est content, voilà. Un Camerounais a repris aussi. Le bonheur à la maison. Non, qu'est-ce qu'elle veut? Elle doit savoir choisir. Vous demandez donc à cette jeune dame de quitter ce monsieur? Oui, c'est ce qui l'intéresse au premier chef. Les intérêts matériels sont gros, hein? Vous ne pouvez pas concilier donc tout ça en même temps. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait volontairement, hein, de donner la parole à la dame, presque à la fin. Alors, madame, vous êtes au centre de cette dénonciation. C'est d'ailleurs une femme qui est venue porter cette dénonciation. Bon, est-ce que la femme en question, la jeune dame, ne doit pas tout simplement s'adapter si il est établi, comme on a suivi? Apparemment, elle aime son homme. Si ce n'est qu'à ce niveau qu'il y a une petite défaillance, pourquoi ne pas s'adapter? Elle aime l'argent, elle est bien. Je pense que elle a fait un choix. Et si elle veut assumer son choix, elle devrait l'assumer sans aller chercher les conseils ailleurs. Parce qu'elle elle a déjà trahi le secret qui est dans son ménage, dans sa relation. À partir du moment où elle trahit le secret, elle veut chercher consolation ailleurs. Elle cherche certainement une personne qui va lui dire ce que ses oreilles veulent entendre et ce que ses oreilles veulent entendre. Vous soupçonnez que ses oreilles veulent entendre quoi? Bon, que quelqu'un lui dise que bon, comme c'est ainsi, tu peux rester là-bas pour tirer les bénéfices qui sont déjà disponibles, mais tu te débrouilles ailleurs. Donc chercher un sapeur comme. Voilà. Et aussi, le monsieur devrait avoir certainement un problème que la femme ne connaît pas. Ça peut être qu'il n'est pas très à l'aise avec la femme. Peut-être il y a quelque chose qui le repousse en elle, mais qu'il ne veut pas lui dire. Et certainement, il trouve sa satisfaction ailleurs. Et il vient à la maison pour dormir. On ne sait jamais parce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Parce que on a seulement écouté la version de la femme. On n'a pas écouté la version du monsieur. Il devrait aussi avoir son justificatif. Il a certainement quelque chose à dire. Il a certainement quelque chose qui l'amène à se comporter de la sorte s'il n'a pas un problème interne qu'il est en train de digérer ou alors qu'il est en train de gérer sans vouloir le présenter à sa compagne. Je pense quand même que la fréquence elle est forte, hein, parce que 2 mois quand même, parfait. C'est important. Oui, Bernard. Oui, je viens de me souvenir de quelque chose là parce que j'avais un ami qui avait ce genre de fonctionnement, sauf que de façon claire et nette, il appartenait à un cercle. J'ai soupçonné également cette affaire. Est-ce que ce n'est pas une exigence d'un ordre ésotérique? J'avais un ami sorti de l'ENAM, un petit frère, on n'est plus amis parce qu'il a levé le niveau dans l'appartenance à ces couloirs-là. Il avait cette contrainte qui lui disait que tu ne fais l'amour qu'une fois par trimestre. Wonderful. Et on en parlait, comment on le fait là. Il me disait que c'est à prendre ou à laisser. La dame avait déjà intégré ce fonctionnement. Une fois en 3 mois. Une fois. Dans le jour où il le faisait, la dame célébrait. Oui, elle courait dans la maison. C'était le bonheur dans la maison. Donc, on a oublié cet aspect. Il est très important. Il est fort probable que ce monsieur appartienne à quelque chose de ce genre où il lui est demandé de ne faire l'amour que une fois par trimestre. Et la précision vaut la peine. Éjaculer une fois par trimestre. Wonderful. Donc, la précision vaut la peine. Rien qu'avec son épouse ou bien avec toutes les femmes? Non, avec son épouse à la maison. Ah, d'accord. Les autres dehors là, je ne sais pas comment ça se passe, mais il lui est interdit de faire plus que ça en 3 mois. Donc, il pas de deuxième round ou troisième.
pas de deuxième éjaculation. Une seule par trimestre. Donc ça relève des problèmes qu'il gère seul. Voilà. Qui ne peut pas dévoiler. Non, il ne peut pas dire Alors, tout. Madame Jeanne Abega, excuse-moi, je ne vous titille pas un peu trop. Si vous étiez dans ce genre de situation, que feriez-vous? Donc, quand tu es dans ce genre de situation, si tu es avec ta personne, tu vas gérer, on dit en solo, sans dévoiler. Oui, Ah, tu chercher un sapeur-pompier. Je n'ai pas dit que je vais chercher un sapeur-pompier, mais j'ai dit Tu gères. tu gères ta situation Tu choisis. sans dévoiler. Parce qu'à partir du moment où tu dévoiles, ça veut dire que tu cherches déjà les témoins, tu cherches les sapeur-pompier. soutiens, tu cherches les sapeurs-pompiers. Donc, elle a fait son choix, elle devrait l'assumer. Mais c'est vrai quand même que même les gens qui reçoivent les dénonciations sont exposés. Hein, parce que quand une femme vient se confier à toi, une femme vient se confier à toi, elle te dit qu'elle a Elle est en danger. Elle te dit qu'elle a un manque. Comment tu vas dans le couloir là-bas? La dame te dit que je suis en manque. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas une manière subtile de te dire, mon frère, Bien. si tu peux m'aider, aide-moi. Moi, je suis un médecin, je reste professionnel. Oui. Alors, Le médecin devrait se soigner, non? Je pense que vraiment beaucoup de choses ont été dites et je ne vais pas rentrer dans les couloirs de ce qui a été dit. Peut-être qu'il faut enrichir un tout petit peu la chose parce que, parfait, je ne sais pas si aussi, au-delà de l'aspect occulte qui vient d'être évoqué, si le monsieur n'a pas un problème hormonal, je ne sais pas. Est-ce que des gens peuvent avoir sécréter qu'une fois en 2 mois? Parce que, en réalité, tout chez nous, c'est-à-dire que le métabolisme, les différents métabolismes de l'homme sont régentés par des hormones. Est-ce qu'au niveau des hormones qui doivent stimuler la libido chez le monsieur, il n'y a pas de problème? Est-ce que c'est ça, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut appeler les Makoumara à la rescousse? Je sais pas. Bref, je ne comprends pas. Peut-être qu'il faut trouver des formules. Elle-même au niveau de la cuisine. Allez, donc attends un peu. On a Voilà. au niveau des... Sinon, on n'aura pas des messages. Nous disons encore notre réalisation que c'est le 691. Le 691 13 18 52. N'envoyez pas aussi 77. Vos messages ne seront pas lus. Oui. Vous interrogez au niveau de la cuisine. La cuisine, est-ce que elle ne prend pas des mesures? Parce que je sais que nos anciennes, là, les mères d'avant, quand on remarque ce genre de choses, elles commencent à préparer d'une certaine façon pour booster la... Voilà. On mettait même certains. Oui, quand elle cuisine. Les grands mais ça veut faire ça. Je pense que... Si quelqu'un se interdit, même si tu mets ça, ça va pas. Voilà, ça va pas donner. Si là, c'est interdit. J'ai dit que je ne revenais pas sur l'aspect là. Moi, je veux un tout On a petit peu... l'aspect normal. Voilà. Bernard a déjà développé, donc je n'ai aucun intérêt à encore aller ouvrir une porte déjà ouverte. Donc du coup, je me dis, on essaye d'enrichir la chose pour se poser les bonnes questions. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau? Est-ce qu'il faut le stimuler? Est-ce qu'il faut appeler à la rescousse non naturopathe là pour trouver la bonne formule pour stimuler sa libido? La dame elle-même, quand elle a constaté, au lieu de rester là et être atterrée par la situation et tout, pourquoi elle ne commence pas à trouver des bonnes formules pour le stimuler même au travers des repas et essayer de voir comment il réagit au travers voilà, d'une cuisine spécifique où elle met un certain nombre de choses, d'épices pour les mères d'avant savaient faire ça. Donc il y a tout ça. Peut-être qu'il faut consulter. Si c'est un problème hormonal, on peut le booster au travers de quelques injections, j'en sais rien. Bon, s'il est dans un ordre, comme disait Bertrand, c'est peine perdue. Bernard, pardon, c'est peine perdue, vous imaginez bien. Ça devient compliqué, hein. Si le monsieur donc dans un ordre maintenant, si le monsieur n'est pas dans un ordre, on lui dit que l'Afrique a tout, hein. C'est nous qui ne savons pas exploiter l'Afrique. Oui. Le Makoma peut venir en rescousse. Il y a beaucoup de trucs, il y a les qui taper, il y a open sex, tout ça. On peut rebooster ça, monsieur. On peut lui redonner de la force. Voilà. Bon, nous allons lire les premiers messages jusque-là enregistrés, hein. Alors, de petits soucis là. Je pense que nous allons d'abord marquer une touche pause et on reviendra pour la lecture de ces nombreux messages. Bon, je ne marque même plus de touche pause, je vais lire. Ah bon, vous voulez dire quelque chose? Oui, je tenais à dire vraiment, puisqu'elle demandait aussi des conseils. Et je pense qu'on lui a déjà présenté la chose de façon froide ici, dans les différentes interventions. Il y a un choix, bien que cornélien, à faire.
soit tu t'adaptes, Oui. Et parce que tu peux aussi t'adapter, c'est à toi de voir, comment on dit parfait, tu évalues, tu mets tout dans une balance, ce que je perds de la rester dans la vie est très difficile. Voilà. Bon, le problème c'est qu'elle n'a pas faim, donc c'est à elle de voir. Ou alors, tu sais, cet aspect-là, il semble qu'il est fondamental aussi dans l'épanouissement de certaines personnes. Là, il faut qu'elle se retire. Fondamental, mais pas essentiel. Alors, lisons des messages. Voici quelqu'un qui me dit ici, le sexe n'est pas central dans une relation. Les Japonais font le sexe 2 fois par an. Ok. Et le reste du temps, font quoi? Ils travaillent. Je comprends. Ils continuent en disant, et pourtant, ils ont les meilleurs ponts, les meilleures routes, voire même les missiles à longue portée. Voyez donc où est le problème. Notre sexe 50 fois par semaine ne nous donne que des poubelles. C'est bonjour. Il dit bonjour Yamoro. Ouais, bonjour. Même si ton intervention est compliquée. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Parfait, passez-moi le contact de la dame. Je vais l'aider certainement. On ne veut pas ce genre de trucs. Voilà un opportuniste. La dame a un problème. Elle n'a pas dit qu'elle voulait un homme. Alors, un autre message ce jour. Bonjour à tous les panélistes concernant la dénonciation d'aujourd'hui. Il faut que cette dame creuse sur la réelle vie sexuelle de son fiancé et pourrait être un homosexuel. Je connais une histoire semblable où l'homme se comportait de la sorte et au final, son épouse a découvert qu'il est homosexuel. Puis, c'est suivi le divorce. C'est Aimé Nkono qui envoie cette contribution. Bonjour Perfecto, je suis honorable sénateur. Bon, comme tu as donné ton nom, je vais l'en lire. Honorable sénateur Akono Eva Jean-Marcel. Peut-être que le monsieur sort aussi avec les hommes. Et là, ça doit être une condition. Ouais, c'est compliqué. Hein? Et il fait donc quoi avec une femme? Allons au 229, c'est le Bénin. Hello Info TV, bonjour parfait. Le Sadio Mané de la modération. Par rapport à la dénonciation, je pense pour ma part que le monsieur là est un peu bizarre. Généralement, on sait que c'est l'homme qui supplie l'affaire là. Mais dans le cas-ci, parfait, c'est suspect. Soit il a une autre famille à côté, soit il est impuissant, soit il est dans les sectes, soit il aime passer par la porte arrière et la femme le sait, mais ne veut pas céder. C'est Nyanga Bobé. Je ne sais pas ce que vous entendez par la porte arrière. Hein? Il fallait être plus explicite. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur de plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, parfait. Bonjour, le Sénégalais de la modération. Bonjour. Bonjour le panel. Concernant le match d'hier, parfait, l'arbitrage de l'Afrique a fait honte à cette magnifique compétition. D'ailleurs, nous avons indirectement donné raison à la CAF de prolonger la CAN chaque 4 ans. Bravo au Sénégal. Pour ce qui est de la dénonciation, parfait, les femmes aiment les hommes qui ne les aiment pas. Le monsieur sur le plateau a tout dit. Qu'elle libère ces derniers, sinon elle serait très mal à l'aise dans ce foyer, car le sexe déstresse franchement. Moi-même, je suis marié, ça fait 2 ans. Parfait, j'adore cette affaire, le goût de ça. C'est une femme. Donc, quand je vois un homme qui fuit ça, c'est sûrement dû à une condition bizarre. Donc, madame, libère ce gars et refais-toi une vie. C'est Bertrand de Munich. Ouais, c'est un homme. Vous êtes déçu, n'est-ce pas, Bernard? Oui. Voilà. C'est un homme. Mais d'autres ne seraient pas déçus, hein. Alors, prenons un autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Il n'y a pas compatibilité dans ce couple. La fille doit faire un choix, c'est tout. Puisque c'est elle qui se plaint. C'est Pierre de Wankan à Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour, le grand panel. Fort de mon expérience, cet homme peut avoir 2 problèmes. Il peut être dans les secs. Il peut avoir une autre vie. Merci, bonne journée. C'est Emmanuel depuis Berthois qui envoie cette contribution. Bonjour, parfait. L'homme est sûrement asexuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème d'érection, mais n'a aucun intérêt au sexe. Ça existe. C'est Stéphane à Yaoundé qui nous envoie cette contribution. Une dernière contribution. Bonjour Perfecto, le Jésus-Christ de la modération.
Pour ce qui est de la dénonciation du jour, je pense que c'est la femme qui doit s'adapter à son mari. Elle peut user d'autres moyens pour satisfaire sa libido. La pharmacie offre pas mal de choses dans ce sens. C'est Jean Lévy de Niété au Sud. Jean Lévy, tu pouvais également nous aider pour notre culture générale en nous disant ce que la pharmacie offre. Hein. Voilà. Tu peux m'envoyer ça inbox. Moi, je peux aider les gens au quartier. À tout de suite pour la suite. Bernard Renard, nous avons choisi ces images qui ne circulent pas dans les chaînes de télévision pour vous dire que on a frôlé le pire hier du côté du Maroc lors de cette finale. Et vous voyez, les joueurs sénégalais sont même sortis du stade à la demande de leur entraîneur, contestant cet arbitrage que d'autres qualifient de catastrophique. Votre regard? D'abord, je veux féliciter le Sénégal et les Lions de la Teranga pour leur deuxième étoile. C'est une troisième finale en 8 ans de 4 finales, de 3 finales jouées en 4 éditions. En 4 éditions, ils gagnent 2. Donc, devenant l'équipe la plus constante. Elle est vraiment l'équipe la plus constante cette dernière décennie en Afrique. Je félicite également ici le Français, l'entraîneur Claude Leroy. Grâce à lui, la finale a été sauvée de justesse parce que c'est lui qui interpelle Mané, Sadio Mané, pour lui dire vraiment, mon fils, va appeler tes coéquipiers, vous venez finir ce match, parce que Sadio Mané lui a dit, coach, vraiment ça c'est une injustice inadmissible. Et le Français Claude Leroy de lui dire non, mon fils, rentre dans les vestiaires. Il lui a dit également, c'est ça le football. Ces injustices-là. Oui, ces injustices existent dans le football, existeront toujours. Donc, bravo à Claude Leroy, parce que n'eût été cette intervention intelligente, je vous assure que le continent africain allait véritablement avoir honte. Même si on avait déjà honte, ça allait être plus compliqué. Alors, ce que je remarque ou que je peux relever pour cette 35e édition, d'abord, c'est que l'organisation était plus ou moins acceptable parce que le Maroc a toutes les infrastructures. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun en 2021-2022. Mais je vous assure, parce que... Nos stades étaient aussi beaux, hein? Non, on avait... Oui, c'était acceptable. C'était acceptable. On n'a pas eu autant de temps que le Maroc pour préparer. Nous, on n'a pas eu autant de temps. Bon, disons que nous, on a fait ce qu'on a pu. Mais parfois, ici, le Maroc a échoué sur le plan, j'allais dire, strictement footballistique. C'est un échec parce que d'abord, au niveau des affluences au stade, ils n'allaient qu'au match à leur match quand l'équipe, les Lions de l'Atlas jouait, c'est là où les Marocains allaient au stade. Et heureusement qu'il y avait des communautés comme les Camerounais et les Ivoiriens qui ont fait stade plein, à guichet fermé d'ailleurs, et les Gabonais également. Donc ça n'a pas été très bien pour l'organisation de cette coupe. Alors l'arbitrage parfait ici, c'est la plus grande catastrophe de cette 35e édition. Le président de la CAF, M. Motsepe, je pense qu'il doit démissionner. Ah bon? Il doit démissionner. Oui. D'abord, son idée d'une Coupe d'Afrique à 4 ans, là, c'est de la mafia, c'est du pipeau. Donc, je voudrais dire aux Camerounais que nous avons la chance d'avoir des gens comme Eto'o-Fils, parce que quand vous voyez quelqu'un comme Eto'o-Fils se lever et crier son ras-le-bol sur quelque chose, c'est qu'il sait de quoi il parle. En réalité, puisqu'on parlait d'Eto'o, j'avais justement cette préoccupation. Oui. Eto'o vient d'être sanctionné par la Confédération africaine de football, la CAF, parce qu'il a crié son ras-le-bol. Il a tout simplement voulu faire comprendre que c'est de trop au niveau de l'arbitrage. Maintenant, lorsque nous avons donc vu hier, Eto'o-Fils a eu raison. Et d'ailleurs, le journal Le Firmament, dont vous êtes le directeur de publication, fait une bonne actualité dessus, et c'est tant mieux. Et Eto'o-Fils, je dois vous avouer qu'il, à mon humble avis, je l'encourage à être candidat à la prochaine élection de président de la CAF, parce qu'il faut que des footballeurs audacieux et conquérants comme Eto'o-Fils prennent cette affaire en main, parce que Motsepe, il a échoué. Vous ne pouvez pas dire qu'un match, une équipe comme le Maroc, pendant 4 matchs successifs, a les mêmes arbitres au niveau de la VAR. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? C'est-à-dire que le président de la commission de désignation des arbitres de la CAF a mis les mêmes arbitres à tous les matchs du Maroc. C'est un scandale. C'est un gros scandale. Ça sent mauvais parfait ici. Il faut dire que le match Maroc contre Cameroun, c'était d'abord un Égyptien qui devait être à la dernière minute. On l'a changé. L'Égyptien n'a pas accepté les propositions indécentes qui lui ont été faites.
l'Égyptien n'a pas accepté. Et il a été changé. Il a été changé par la Fédération royale du Maroc, par un arbitre mauritanien, et tout le monde a vu ce que cet arbitre mauritanien a fait. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup tiré au goal, c'est vrai, mais je dis psychologiquement, quand vous traumatisez les joueurs, il a cassé le moral des joueurs et ce n'était pas bon. Je pense que le Maroc aurait dû faire mieux. D'abord, ces gens ne sont pas fair play, c'est des grands tricheurs, et il faut dire ça comme ça. Les Maghrébins, dans l'ensemble, sont des gros tricheurs. Ils ont organisé une piètre canne de la 35e édition, de triste mémoire qu'il faudra rapidement oublier. Merci. Alain Douk, vous avez certainement regardé cette finale. Moi, je l'ai regardé naturellement. Comment pouvait-il en être autrement, de bout en bout, jusqu'à la dernière seconde. Entre-temps, ce penalty à problème, où le stade a failli prendre feu, à la fin, on est quand même venu le tirer. Et il y a déjà également deux camps qui s'affrontent. Beaucoup qui disent que ça a également été un arrangement. Parce que lorsqu'on voit l'attitude du tireur et ce tir pâle, il voulait essayer soit une palenka, soit une quoi. C'est comme s'il envoyait une passe au gardien sénégalais. Est-ce que c'était juste pour le fair play, pour qu'on remette tout à zéro et que le match continue? Ou alors, il a vraiment mal tiré, il a raté son tir? On ne peut être que dans les conjectures à ce niveau, mais déjà il faut revenir même sur l'action. Parce que l'action a été à l'origine de toute cette espèce de désordre que nous avons vu par la suite et qui n'a fait honneur finalement à personne. Sur l'action, stricto sensu, bien sûr, il y a une petite faute. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que c'est le joueur sur qui on a fait la faute qui exige de l'arbitre d'aller se soumettre à la pression. Il met la pression d'aller regarder là-bas. Non. Et l'arbitre va regarder. Et dans le football, il y a toujours ce genre de petites coquilles. Et la plupart du temps, on en appelle aussi à une espèce de souveraineté de l'arbitre pour ne pas parfois casser la dynamique d'un match. Parce qu'il y a toujours des coquilles, que ce soit même du côté même marocain, il y avait des coquilles. Le problème, c'est la pression. On a vu comment les Marocains ont mis la pression à l'arbitre, un arbitre qui n'a pas pu rester souverain, parce qu'en réalité, c'est la VAR qui doit interpeller l'arbitre. Tout à fait, c'est comme ça. Et le processus inverse se fait. Et ici, il y a une autre leçon. Vous voyez comment un arbitre, il n'arrive pas à tenir. Et là, vous avez donc raison quand on va dire, cet arbitre, est-ce qu'il a été acheté parce qu'il manque de personnalité? Un arbitre congolais. Voilà. En d'autres circonstances, on va voir un arbitre qui vous sort en carton, vous me mettez la pression par rapport à quoi? Je suis le maître de l'aire de jeu, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Oh là, on a vu comment il se plie, il se docilise, un bon petit toutou. Peut-être parce qu'il connaissait les accords. Justement, les arrangements d'arrière-plan, les pressions peut-être qu'il subissait. Autre chose, une leçon que moi, personnellement, j'ai tirée, c'est que parfois, n'acceptons pas tout. Parce que le Sénégal, vous ne pouvez pas savoir, moi c'est la lecture que j'ai de la situation, le Sénégal, en manifestant cette espèce de ras-le-bol, a changé la donne. Oui. Parce que celui qui devait tirer, c'était pas lui. Oui. Et rien ne nous dit que si c'était simplement soumis, bon écoutez les gars, laissons faire, bon il a sifflé le penalty, laissons faire. Celui qui avait peut-être été initialement désigné, mais ça changeait. Nous étions déjà dans les arrêts des jeux. Ça changeait la donne et le Maroc prenait cette coupe. Ils ont dit non. Ils ont jugé que c'était excessif, prenaient non seulement leur cas, tout ce qui se disait déjà, tous les griefs qu'on avait contre le Maroc, ces tentatives d'influer sur l'arbitrage, etc. Ils ont dit ici, comme on dit au quartier là, ça va t'aider. Donc nous on sort de l'ère de jeu, etc., etc. Et puis c'est même ce qu'ils ont fait, avant d'être finalement rappelés par Sadio Mané, retrouver l'ère de jeu, et puis on voit comment on change dans le tireur, celui qui s'était plaint finalement, vient donc assumer de prendre sur lui, voilà, de tirer le fameux penalty, et on voit que vraiment, parce que nous sommes au climax d'un match pareil, le but rentre, le match est plié, mais je n'ai pas compris comment un joueur de sa trempe peut, en pareille circonstance, venir se comporter comme il a fait là. On est en droit de penser que bon, ils ont même eu tellement honte, ils se sont dit bon, essayons de refaire le match, voyons si on peut la rejouer autrement en allant aux prolongations et démontrer là-bas que non, on mérite peut-être de gagner ce match. Mais là, pour le penalty en question, si c'est par rapport à tout ce qu'on vient de voir que ça a produit, autant le rater. On pourrait dire ça, mais je dis ça reste des conjectures. Toujours est-il qu'il a été vraiment pas habile. Il a été vraiment inhabile. Marcel Bonon,
On revient donc toujours, nous restons sur ce match-là, sur cette finale. J'insiste, qui entrera dans l'histoire en bien comme en mal, mais elle entrera dans l'histoire. Alors, revenons sur Eto'o. Eto'o, lui, là, a été sanctionné par la CAF. 4 matchs, il ne devra pas assister et il devra payer en $20 pratiquement, dans les 11 à 12 millions de francs CFA. Alors, ce que nous avons vu hier, est-ce que la sélection sénégalaise sera également sanctionnée par la CAF? Est-ce que le coach sénégalais sera également sanctionné? Est-ce que les supporters sénégalais vont être sanctionnés? Maintenant, le président marocain, le président de la fédération marocaine, qui également s'est insurgé à un moment donné contre l'arbitrage, est-ce que lui aussi va être sanctionné? Alors, si tout ce beau monde n'est pas sanctionné par la CAF, est-ce qu'on n'aura pas une impression que la CAF en veut à Eto'o? Oui. Eto'o, ce n'est pas la première fois qu'il est sanctionné par la CAF. Pas du tout. Je crois que si M. Motsepe et son équipe sont sérieux, ils doivent, n'est-ce pas, annuler, entre guillemets, toutes ces sanctions. Sanctions frappant Eto'o, et on ne sanctionne pas les Sénégalais, puisque c'était du jamais vu. La VAR n'a jamais fonctionné, même pendant notre match, même si j'ai quelque chose à reprocher à notre sélectionneur. Quant au plan qu'il avait fait. Parce qu'on devait savoir qu'ils seront fougueux. Il fallait les contenir. Vous ne pouviez plus faire ce que nous faisons ici. Bien Carbona, la Jom Tagbo. N'est-ce pas? Qu'on a toujours joué avec 3 défenseurs. Non, ça ne faut pas aller. Et on fait souvent un reproche à Bel Joseph Antoine. Moi-même, je lui reproche certaines choses. Mais il avait dit quelque chose de fondamental. Il avait dit que ce n'est pas ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, les Marocains. Ce n'est pas en forçant, en étant violent qu'on gagne nécessairement une coupe. Les Sénégalais étaient honnêtement, au plan de la technique, beaucoup plus forts que les Marocains. Donc il ne faut pas sanctionner et tout. Même en droit interne, en droit international, il peut arriver qu'on vous inflige une sanction et puis, compte tenu des données de la cause, on annule la sanction. Merci. Et je crois que grâce aux Sénégalais, moi j'approuvais leur démarche. Grâce aux Sénégalais, ça ne sera plus comme ça dans l'avenir. Rien ne sera plus comme avant. Oui, les arbitres corrompus. Oui, ne pourront plus faire n'importe quoi. Il faut savoir dire non. Voilà. Il faut savoir se rebeller un tout petit peu par rapport aux injustices. Merci. Madame Abega, quel est le regard que vous avez posé sur cette CAN de manière générale et maintenant sur cette finale qui s'est jouée hier à la fin avec la victoire sénégalaise? Déjà, d'entrée de jeu, tout le monde a décrié l'arbitrage. Et on est tous d'accord, ou alors presque unanimement d'accord que cet arbitrage était à revoir. Oui, c'est à revoir. Et puis, ils étaient soumis aux conditions de l'équipe marocaine qui était exigeante. Parce que d'après eux, comme ils étaient les organisateurs de l'événement, il fallait absolument qu'ils gagnent. Beaucoup ont dit que le Maroc avait tellement investi et qu'il était normal à la fin quand même qu'elle gagne cette coupe. Donc, l'arbitrage, et puis il y a l'arbitrage, et puis il y a la personnalité même de ces arbitres. Parce que aller compromettre ta profession pour satisfaire une équipe, ou alors pour se soumettre aux pressions, soit des joueurs, ou c'est pas ce qui s'est passé, peut-être il y a eu les rétrocommissions, on peut penser à tout, mais c'était tellement visible, ces injustices. Le Cameroun a été victime de ça, bon. Et la sanction, comme vous avez évoqué, la sanction contre le président de la fédération, mais il a fallu quand même que le président de la fédération hausse le ton pour que d'autres nations comme le Sénégal aient le courage de manifester. Donc Eto'o a montré la voie. Oui, je crois qu'il a frayé le chemin et puis le Sénégal a manifesté ouvertement son ras-le-bol. À la face du monde. Hein. Oui, et moi je crois... On n'a jamais vu ça. Hein? Et moi je pense que c'était une Coupe d'Afrique des Nations de l'Afrique, du Maroc contre l'Afrique. Parce que presque toute l'Afrique subsaharienne était derrière l'équipe du Sénégal. Même une bonne partie même du Maghreb. Même l'Algérie. Oui. Et maintenant, lorsque le joueur marocain rate le penalty, nous avons dit qu'il y a
il y a un Dieu, parce que là, c'était la justice divine qui a tranché contre l'injustice qui était manifestement visible. Parce que la réaction des joueurs sénégalais n'était que normale. Malgré toutes les pressions, l'injustice subie durant le match, parce que j'ai regardé le match de bout en bout, ce que je ne fais pas souvent, mais j'étais trop attentive au point où ma maisonnée était étonnée de me voir concentrée devant le jusqu'à tard dans la nuit. Oui, jusqu'à tard dans la nuit, parce que c'était vraiment passionnant de voir comment l'équipe sénégalaise se battait contre l'arbitrage, l'injustice de l'arbitrage. Et il y a le Sénégal qui marque un but presque clair. Et l'arbitre annule le but. Et on ne va pas à la VAR. Non, on ne va pas à la VAR. Mais quand il accorde même le pénalty, moi j'ai regardé, le joueur qui est tombé, il n'était même pas à côté du ballon, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on a accordé le pénalty. Il a sifflé le pénalty contre l'équipe du Sénégal. C'est là où le ball a été atteint. Donc je pense que les équipes et même les dirigeants des équipes devraient apprendre à être fermes, à ne pas accepter les injustices, quelle que soit la pression qui viendra, et que les arbitres aussi, à leur tour, qu'ils aident la personnalité. Merci Bernard, terminons par un autre cliché, parce que moi j'étais très attentif. Regardez un peu, lorsque c'était pratiquement la dernière véritable image de cette finale, le président de la CAF, M. Motsepe, prend la coupe. Il veut remettre la coupe au représentant de la FIFA. Non, au représentant du roi, Oui. qui est d'ailleurs son frère, Oui. parce que le roi Mohamed V est souffrant. Il veut remettre la coupe au représentant du président, du roi, et il refuse. Il refuse. Oui. Regardez bien l'image. Oui. Motsepe est obligé, comme s'il lui parlait avec la coupe comme ça, il ne veut pas. Et il s'avance avec Infantino, le président de la FIFA, pour remettre la coupe au capitaine sénégalais. En principe, il devait nous remettre la coupe à 3. Regardez un peu l'image. Infantino, le représentant du roi, et Motsepe. À peine le représentant du roi seulement touché la coupe comme ça, il a enlevé les mains. Les gens qui sont restés avec la coupe, il y avait Infantino et Motsepe pour donner au capitaine sénégalais. Est-ce que ce n'est pas un geste inélégant? Où est passé le fair play? Il n'y a pas eu fair play à la fin de cette partie. D'ailleurs, y avait-il encore quelqu'un au stade? Tout c'était à partir. Voilà, donc vous avez un public qui a refusé d'admettre qu'ils peuvent organiser, jouer, mais pas forcément gagner. Parce qu'il faut le faire. Nous, au Cameroun, quand on a organisé dernièrement en 2021, nous avons été éliminés en demi-finale. Et on a gagné, et on est sorti troisième lors du match classement. Je pense que ça n'a pas dégonflé le peuple camerounais qui allait toujours au stade jusqu'à la dernière minute de la finale à accompagner l'organisation de la CAF. Je pense que les Marocains sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas fair play. Ils sont racistes et ils sont également méprisants des autres peuples. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont toujours dit qu'ils ne sont pas du continent noir, qu'ils appartiennent à notre continent. Depuis le même parti. Voilà, c'est là pourquoi ils ne partent pas. Nous serons très heureux. Les Blancs même les admettent aussi. Qu'ils aillent là-bas, rejoindre peut-être même, ils peuvent traverser juste là et rejoindre la France ou l'Espagne. Donc, au-delà de cette image, de ce cliché, je dois préciser que c'était le frère du roi. Oui. C'était le frère du roi. Vous savez, en 88, lorsque les Lions Indomptables ont gagné le Maroc. Le roi était aussi malade. Le roi Hassan II était malade. Et c'est le roi Mohamed VI actuel qui était tout jeune. C'est lui qui a remis le trophée. Je pense à Sifen Tato, qui était capitaine. C'était qui en 88? Si j'ai bonne souvenance, c'est plus. C'était pas Koundé? C'est pas entre Koundé, je crois. En tout cas, donc, le Maroc a donné une très mauvaise image. Quelque chose qui... Vous savez, quand le président de la FIFA est là, c'est lui qui quand même... qui coiffe les instances fêtières du football dans le monde. Il est là, il y a le président de la CAF, Motsepe. Et puis, je dois préciser aussi, parfait, il faut bien que les téléspectateurs le sachent, l'essentiel des présidents des fédérations nationales africaines ont boycotté la finale. Peut-être pas forcément par solidarité avec Eto'o-Fils, mais par rapport à beaucoup de choses, beaucoup de légèreté, beaucoup de quoi que les uns les autres ont vécu dans l'organisation. Vous voyez l'équipe sénégalaise qui vient jouer la finale, 2 jours avant, ils viennent de Rabat, je pense,
pour Marrakech, je ne sais pas si c'est l'inverse, ils sont dans un train, comme des vulgaires usagers, et ils ne sont pas protégés. Ils sont pris par la foule. Donc, des mesures de sécurité. Imagine qu'il y a un incident. Il n'y avait que 3 policiers, avec des milliers de personnes. Dans le lot, les joueurs. Aucune mesure spéciale particulière pour ces joueurs qui devaient jouer la finale. On leur a refusé le stade pour s'entraîner. Ils ont dit non, on ne s'entraîne pas ici, on va s'entraîner là-bas. Donc il y avait vraiment, ces Maghrébins ont l'habitude de torturer, de traumatiser les équipes quand vous allez jouer là-bas. Ça vous attaque psychologiquement et le résultat le plus souvent c'est celui que auquel vous pouvez vous attendre, la défaite. Merci. Sans transition, nous prenons la deuxième articulation de ce jour concernant l'instant de l'analyse. Nous parlons donc de ces primaires ou de ces investitures concernant donc l'élection législative et municipale à venir au Cameroun. Quelle est la meilleure option sur le plan politique en ce moment? Je vous pose à vous d'abord la question, Marcel Mbonon, vous justement qui revendiquiez votre qualité d'homme politique tout à l'heure. Investiture aux primaires, qu'est-ce qui sied en 2026 au Cameroun? Ok, merci. Moi, je ne veux pas suivre cette démarche dichotomique-là. Dans tous les partis, il faudrait bien qu'il y ait des investitures. C'est le parti qui investit ses candidats aux élections. Ce n'est pas l'inverse. Alors, à la base, comment est-ce qu'au départ, comment ça doit se faire? Je viens de vivre une situation. Chez moi, je suis d'Obala. Je suis des Fokmé, on dépend d'Obala. Notre maire est décédé. Tout à fait. Il fallait bien que... Il y ait un nouveau maire. Voilà ce que j'ai dit aux autorités administratives. Je suis ancien élève et ancien de l'ENAM. Les gens croient seulement que j'ai fait la politique ou j'enseigne un soir. Je leur ai dit que depuis que j'étais là, j'ai toujours fait que les autorités administratives n'aient pas de problème avec les populations. De laisser la démocratie se jouer. Comme on est contre les plis fermés, venant du comité central, s'ils veulent quelque chose, que eux-mêmes, les membres du comité central, soient d'abord élus à la base. C'est pas normal que, grâce aux relations, on vous met au comité central, qu'il fallait laisser les conseillers municipaux élire le maire qui doit assurer intérim, entre guillemets. Donc pour moi, j'ai vécu ça. C'est normal qu'il y ait des primaires. Il faut qu'on puisse choisir. Mais dans notre parti, on a beaucoup amélioré le processus. Dans le temps, on enfermait des électeurs, des militants dans des concessions, on donnait beaucoup d'argent. Puis on a dit non, il y a maintenant des critères qu'il faut observer. Quelqu'un qui n'a jamais milité, puis s'il est passé par les réseaux, il se retrouve au sommet. Il peut jouer le phénomène de l'autocratisation de la vie politique, d'argent, machin, tout non. Maintenant, le vrai problème est de savoir qui doit donc choisir à la base. Qui doit choisir? Comment ça doit se faire? Dernièrement, c'était les chefs du deuxième degré, premier degré, et les présidents, je crois, des sous-sections qui devaient choisir les candidats à la députation. Je ne sais pas comment ça doit se faire, mais ça doit se faire à la base. On doit observer le principe du partage. C'est normal que toutes les communautés, toutes les composantes sociologiques soient respectées. Si nous sommes par exemple à Yaoundé, que les Mvogoda choisissent leur candidat, les Mvogobi, les Mvogotemengue. Si on est dans la ligue à Obala, que les Mvokane choisissent ses beaux-frères. Oui. Choisissent leur... Voilà. Et que les Estelés choisissent. C'est pas normal que quelqu'un qui est peut-être ici au Goudron, vienne comme tout, qui est dans les loges, qui a beaucoup d'argent, aille choisir. Ouais. Donc, vous ne savez pas comment ça se passe. Non, je ne savais pas. Qu'il aille choisir. Les loges interviennent partout? Oui. Vous pouvez faire à la politique à un certain niveau sans être soit dans les loges, soit être écrasé par les loges. Comment ça? Tout le monde qui a la politique à un certain niveau est dans les loges? Quelqu'un me disait réellement que quand il était haut fonctionnaire, il a été secrétaire particulier ministre d'État. Il m'a dit, je te vois ici au quartier, je te connais bien. Ils ont leur... le maire qui est décédé disait au maire qui vient d'être élu qu'il a vu l'autre jour, il est initié. Il est initié.
Le maire qui est mort disait qu'il était initié. Que le jeune maire, il est initié. Je Ah ne bon? sais pas ce que ça signifie. Je me dis seulement que peut-être qu'il se rencontre quelque part. Moi, je n'ai pas été là. L'église catholique même, qui on me dit aussi que là-bas, même au Vatican, il doit y avoir des loges d'eau. Merci. Même au football, là, à un certain niveau, qui a conçu et écrit les règles du football? Je ne sais pas. Les francs-maçons, je crois bien. Le Sénégal a gagné parce que c'est la franc-maçonnerie. Mais il y a beaucoup de Sénégalais qui sont des francs-maçons. Ok. J'ai suivi des formations à Harvard University. C'est là-bas que viennent la plupart des présidents américains. Non, en quittant de ce couloir, hein, nous risquerons laisser le sujet inscrit à l'ordre Moi, du j'ai jour. dit ceci. Il faut que les candidats soient investis. Donc, ne faites pas... Non, c'est compris. Bernard Renard, vous êtes Maintenant, également qui doit d'accord aider, qui doit que choisir? l'investiture devrait primer pour ces législatives et ces municipales et qui arrivent au sein du RDPC? Oui, parfait. Ici, il faut dire les choses simplement. Hein. L'enseignant vous a parlé, je pense qu'il a raison, mais il faut dire les choses simplement. Allons aux États-Unis, par exemple, pour mieux illustrer ce que je veux dire. Aux États-Unis, nous avons deux grands partis. Le parti... Les démocrates et les républicains. Voilà, les démocrates et les républicains. Là-bas, un an avant l'échéance électorale de président de la République, les deux partis entrent en campagne pour les primaires. Donc, ça veut dire que au niveau des républicains comme au niveau des démocrates, beaucoup plus le parti qui n'est pas au pouvoir, il a une année entière pour choisir son candidat qui sera finalement investi par le parti. Parce qu'il faut bien l'expliquer comme ça. Il faut également dire que, d'abord, il faut préciser que les partis politiques sont des associations de droit privé de par la loi de 1990. Donc, chaque parti a son organisation interne. Mais, au RDPC, par exemple, on a fait ça par le passé. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. On a fait ça par le passé. On organise des primaires. Ça veut dire que dans l'arrondissement de Yaoundé 6, par exemple, il peut avoir pour les municipales 4 listes. Dans les 4 listes, le comité central envoie une commission qui vient mettre en compétition les 4 listes concurrentes. Les 4 listes concurrentes vont au vote et le corps électoral est connu parce que dans le cadre communal, dans le cadre de la section départementale, c'est les membres des bureaux de section hommes, femmes et jeunes, les membres des bureaux de sous-section hommes, femmes et jeunes et les présidents de comité de base qui constituent le collège électoral. Ces camarades-là vont donc au vote, ils vont départir les 4 listes en compétition. Dans les résultats, la délégation qui vient du comité central se rend donc compte que parmi les 4 listes qui étaient en lice, il y a eu numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ils prennent donc les résultats et ils vont avec au comité central. À partir de cet instant, puisqu'il ne faut pas dire des choses qui n'arrangent pas la vérité, c'est là-bas qu'on va investir, comme il a dit. Les partis investissent. Nous sommes pour... Mais là, vous avez d'abord gagné aux primaires. Voilà, je suis donc en train de vous présente le processus parfait ici. Ce n'est plus une investiture comme nous avons Non. Là, ça, c'est de la dictature. Ce n'est même pas une investiture. Nous voulons partir de la dictature, de la hiérarchie du parti à l'investiture qui est l'émanation de la base militante. C'est-à-dire le candidat du RDPC qui est investi par le comité central doit être celui-là qui a été d'abord à la base. Il a été face à la base et la base lui a donné quiétude, lui a donné l'onction et c'est là le parti vient entériner un choix de la base militante. Le parti vient entériner par ce qu'on appelle l'investiture. Là, le plus fermé ne peut plus agir. Malheureusement, parfait ici. Je prends un cas d'actualité. Il est bien qu'on le dise ici parce que nous sommes sur une chaîne de télévision sérieuse. Vous savez qu'il y a eu un problème de pli fermé à Ibolova. Tout à fait. Alors, à Ibolova, lors de l'élection du président du conseil régional au sud, les conseillers régionaux ont dit à monsieur le secrétaire national de la communication, Jacques Famundongo, qu'il n'était pas question de laisser prospérer le pli fermé. Le pli fermé dont portait le nom d'un autre candidat et les conseillers régionaux ont décidé d'élire un autre candidat, Gervais Ondon. Parfois ici, depuis donc cette élection, le président du conseil régional du Sud a prêté serment. Il a prêté serment la semaine dernière et il sera installé
le 23 janvier à venir. Il paraît qu'il est convoqué. Maintenant, donc, parfois ici, au comité central, puisqu'il est convoqué devant la commission, dit-on, de discipline du comité central, parce que lui, le seul crime, c'est qu'il a été plébiscité par la base, par le conseil, et on veut le sanctionner. Les conseils régionaux un peu comme les choses qu'on a vues au Maroc. Oui, c'est la magie. C'est seulement la magie. Les conseils régionaux du Sud, donc unanimement, ont fait un communiqué qu'ils ont envoyé au comité central aujourd'hui, ce matin, en lui disant que dès que vous embarrassez notre président, que nous on a élu, nous on va vous montrer que ce n'est pas vous qui commandez le RDPC. Donc parfois ici, un minimum de démocratie. Moi je parle en tant que militant du RDPC, je dis que l'investiture appartient au parti. Ça, d'après les textes, c'est clair. Mais on demande au parti d'aller demander l'aval de la base qui est le socle du parti en question. Merci, Bernard Owena. C'est vrai que Madame Abega, c'est beaucoup plus souvent compliqué au niveau du RDPC à l'approche des élections municipales et législatives, pour ne prendre que ces cas, ce problème d'investiture ou de primaire. Vous, du côté de l'UNDP, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus commode, c'est la démocratie. Vous vous moquez des attitudes et des méthodes du RDPC? Merci, mais je vais vous dire que nous ne cherchons pas à savoir ce qui se passe dans un autre parti politique en dehors de l'UNDP. Nous vivons tous dans un même pays. L'UNDP a son fonctionnement. Nous avons le président national qui donne la directive, c'est-à-dire il dit maintenant préparez les listes. Entendez-vous pour proposer les listes de ceux qui seront investis par le parti. Et ça, c'est un travail qui se fait à la base, parce que le président national n'est pas, par exemple, chez moi à ça, pour savoir que je vais aligner tel ou tel nom dans une liste. Donc, c'est un travail qui se fait à la base. Mais, généralement, le parti encourage le consensus, parce que le consensus est une méthode d'apaisement. Si les gens s'accordent sur qui doit aller et qui ne doit pas aller, ça veut dire qu'ils peuvent s'entendre sur d'autres aspects. Parce que si on s'assoit à Yaoundé et on impose l'investiture des personnes qui ne sont pas connues par la base ou alors qui ne sont pas performantes ou acceptées par la base, ça crée toujours des problèmes. Et en dehors de la constitution des listes pour les investitures, il y a un problème de positionnement à l'intérieur même de ces listes. Parce que par ordre, il y a un ordre chronologique qui doit être suivi, parce qu'il faut prévoir les cas de partage des sièges. C'est à ce niveau-là aussi qu'il y a souvent des problèmes. Et il y a les problèmes, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sacrifient pour le parti, et il y a des personnes qui pensent qu'on devrait tout faire pour elles. Donc, à ce niveau, je pense que ce soit à l'UNDP, que ce soit dans d'autres partis politiques, on devrait récompenser les efforts des uns et des autres en reconnaissant le mérite. Mais la base aussi ne devrait pas s'élever pour mépriser la hiérarchie du parti, parce que tout compte fait, c'est le président national du parti qui encaisse la responsabilité. Madame Abega, vous parlez du mépris en disant que la base ne devrait pas mépriser la hiérarchie du parti. Maintenant, si ce que nous avons vécu au Conseil régional du Sud arrivait, par exemple, de votre côté, parce que quand la maison du voisin brûle, il faut déjà préparer de l'eau chez vous. Vous connaissez également les plis fermés du côté de l'UNDP? Je vais vous expliquer pourquoi je parle de la base qui ne devrait pas mépriser la hiérarchie. Lorsque les plis fermés de la hiérarchie arrivent. Nous ne sommes pas concernés par les plis fermés, parce que nous n'en avons pas eu à l'UNDP. Nous parlons, disons jusqu'à présent. Nous parlons du mépris comment? Parce que si les militants, par exemple, de mon arrondissement à ça, nous décidons de faire l'UNDP à ça, sans nous référer aux consignes du parti ou alors au texte du parti. Ça veut dire que nous sommes sortis du cadre légal, du cadre logique de ce que dit
de ce que disent les statuts et règlements Madame intérieurs de Abega, l'UNDP. la base se plaint d'une affaire. C'est-à-dire, au lieu des investitures au sens noble du terme, on a plutôt la dictature de la hiérarchie à leur endroit. Vous comprenez? À un peu? l'UNDP. Non. Moi, je parle de l'UNDP. Je suis en train de parler de l'UNDP. Je parle de l'UNDP. Je dis ceci à Donc, l'UNDP. chez vous n'avez aucun problème. Je n'ai pas dit que nous sommes des saints. Mais je veux dire que nous avons un président national. Qui est démocrate. Le président national écoute les cris qui viennent de la base. On lui propose, on dit, par exemple, chez moi, il ne connaît pas tout le monde à ça. S'il me connaît, il ne connaît pas tout le monde. Donc nous faisons notre liste, nous présentons, nous soumettons la liste à l'appréciation de la hiérarchie qui maintenant envoie une commission pour examiner les dossiers, pour examiner les compétences des uns et des autres, pour examiner quelle sera la configuration de la liste. Donc nous ne pouvons pas dire à la commission qui a été mandatée par exemple par le président national que nous ne vous voulons pas, nous allons faire comme nous voulons. Mais c'est un problème, il y a une synergie d'action entre... À Ebolova, ils l'ont dit, encore nous, nous n'étions pas à Ebolova. Donc nous ne connaissons pas ce qui s'est passé à Ebolova. Ça s'est vu. Non, on ne connaît pas. Est-ce qu'on était au Maroc hier? Mais on a vu ce qui s'est passé au Maroc. Nous ne savons pas ce qui s'est passé à Ebolova. Nous ne savons pas parce que l'UNDP est concentré sur ses objectifs. Très bien. Nous voulons nous lancer aux élections à venir et nous sommes concentrés. Et nous ne pouvons pas être concentrés en nous occupant des problèmes qui ne nous concernent pas dans la maison du voisin. Merci. Alain Douc, investiture au sens noble du terme, ou primaire, qu'est-ce qui est bien lorsque nous voulons parler des choix des candidats en politique? Et le cas des législatives et municipales à venir nous interpelle ce matin. Votre regard? Le seul problème avec les primaires, c'est la longévité du processus qui peut arriver et son coût. À part ça, ça n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que avec les primaires, il y a émulation, confrontation d'idées. Si on dit effectivement qu'on veut promouvoir la démocratie, c'est la voie à emprunter. Les différentes factions, les courants idéologiques du parti s'affrontent. On associe tant les militants que les sympathisants du parti. La base porte le parti en question. C'est formidable et c'est ce qu'il faut préconiser. Alors, les avantages de l'investiture, c'est que bon, ça limite des coûts. On n'organise rien du tout. Et puis, on instruit depuis le sommet à la base de se prononcer en faveur de tel candidat. D'accord, ça peut créer une dynamique de regroupement autour d'un candidat, une certaine harmonie, mais ça a le désavantage justement de ne pas prendre en compte des aspirations de la base, de ne pas tenir compte de la volonté générale, puisque là c'est le sommet qui dicte ce qu'il veut et tout le monde doit s'aligner. Alors, comparé aux primaires, parce que les primaires ont aussi comme désavantage que l'établissement en réalité du parti, lorsque cette émulation démocratique se met en œuvre et qu'on choisit des personnes qui n'arrangent pas le sommet fera tout pour saboter, pour parler comme au quartier un tout petit peu, je veux dire quoi, la perspective qui a été initiée. C'est-à-dire que vous n'avez pas choisi les gars qui les arrangent ou le gars qui les arrange, ils se désolidarisent et font tout pour que l'affaire ne prospère pas. Finalement, vous allez donc voir que il y a un certain schisme qui se produit au sein du parti, et puis parfois c'est ceux du sommet qui décident, et notamment financièrement. Ils ne vont donc pas promouvoir la décision qui a été prise et qui ne les arrange pas. Donc finalement, c'est le parti un tout petit peu qui devient divisé, fragilisé. Mais dans la dynamique des primaires, quand le consensus est admis, on sait que la base, voilà ce qu'elle veut. Il y a eu confrontation d'idées, et voici l'idéologie, voici les personnalités qui se sont imposées, ou la personnalité qui se sont imposées. Alors là, ça peut même crédibiliser l'investiture. On sait qu'on a tenu compte de toutes les sensibilités du parti, et on a arrivé à un compromis, un consensus, et voilà la personne ou les personnes qu'il faut. Et maintenant, donc, on les investit et on garantit
tous les moyens du parti pour les accompagner. Or, la plupart du temps, ceux qui tiennent décisionnellement le parti ou qui tiennent la bourse, quand vous n'avez pas fait ce qu'ils veulent, ils se désolidarisent et vous avez toute espèce d'embêtement. Et ça ne fait pas réduire la démocratie. Regardez un tout petit peu, c'est une incongruité de s'appeler, d'avoir comme acronyme pour un parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et tout se jette dans la verticalité. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de l'horizontalité de la base, qui fait même en réalité le parti. Qu'est-ce qu'un parti sans ses militants? Qu'est-ce qu'un parti sans ses sympathisants? Alors on a une espèce de, comment dire ça, une espèce d'aristocratie qui se crée à l'intérieur du parti et qui commence à inféoder la base. Et ça, c'est pas beau. Il a utilisé tout à l'heure, parfait, je sors par là, l'illustration des États-Unis. Moi, c'est vrai que sur la question des primaires, on peut les utiliser comme exemple, mais je suis toujours embêté quand on prend comme exemple les États-Unis, parce que ce n'est même pas une démocratie, c'est une plutocratie. Que ce soit chez les républicains comme chez les démocrates, vous allez voir que c'est le pouvoir de la bourse qui décide qui aura le pouvoir politique. Donc, il y a ce puissant lobby juif, et ici, à ne pas comprendre sur le plan ethnologique, qui décide, que ce soit au niveau des républicains, que ce soit au niveau des démocrates. Si ils ne vous ont pas adoubé, monsieur, vous n'irez nulle part. Et ça non plus, ce n'est plus de la démocratie. Merci. Ces nombreux messages. C'est vrai que les gens veulent beaucoup plus parler du football et de Samuel Eto'o. Et quelqu'un me dit ici, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a vivement protesté contre certaines décisions arbitrales et le fonctionnement de l'arbitrage pendant la rencontre du Maroc contre le Cameroun. Et bien heureusement, à la finale, nous voyons ce scandale qui se répète. Disons que M. Eto'o a trop d'avance comme perfecto, le seul Munkuta national. Sur papa... Bon, je ne vais pas dire l'autre nom là. C'est Yvan depuis Montréal qui envoie ce message. Perfecto, dit à Bernard Owona qu'on attend sa nomination au prochain gouvernement. Non. Pour être ministre au Cameroun, surtout en ce moment précis où le président a déjà le gouvernement, il faut avoir été consulté au minimum 3 mois déjà. On peut te consulter après te l'aube. Oui, mais te consulter ne dit pas que tu seras forcément nommé. Mais on te consulte déjà parce que tu es une personne ressource sur laquelle on peut compter. Est-ce qu'il n'y a pas de nominations qui surprennent, on ne t'a jamais consulté? Rarement. Pour les postes de ministre. Bonjour le grand perfecto et à tous tes invités sur le plateau. J'apprécie beaucoup votre nouveau décor en studio. S'agissant de la finale d'hier, ce match était déjà spirituel selon moi. Car, voyez-vous, comment est-ce qu'un joueur peut-il rater un pénalty pareil? Et de cette façon, on dirait que son pied a pesé au moment de tirer. Je suis très content que les Sénégalais aient remporté cette CAN. Les Marocains ont trop triché et c'est depuis le début de la compétition. C'est Ndomo Aïssi Pierre Junior depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour. L'Unkuta de la modération, justice pour Samuel Eto'o, c'est Roland Amougou de Biamassi qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour parfait, ce qui s'est passé hier lors de ce match était tout simplement pitoyable. Pour le penalty du Maroc, je pense qu'il y avait bel et bien penalty. Ce qui a entraîné la colère des Sénégalais, c'est le fait de n'avoir pas consulté la VAR sur le but du Sénégal. Merci à Claude Leroy. Félicitations encore à mon tonton Bernard Owona. Il comprendra. C'est une chama Jean-Hugues depuis un colisier et qui envoie cette contribution. Oui, je comprends. C'est un neveu. Il est ingénieur des travaux publics. Travaille à l'Est. Son père s'appelle Owona. Non, pas Salapoumbé. C'est l'autre qui devait aller à Salapoumbé. Salapoumbé est devenu illustre. Maintenant, on l'a gardé au microphone. Pour ce qui va se tenir au Cameroun dans les prochains mois, les prochaines semaines, c'est-à-dire l'élection législative et municipale. Quelle est la voie fondamentale? C'est vrai que vous l'avez quand même donné, mais vous insistez sur quoi ce matin? Y a-t-il un message pour passer à ces personnes du comité central? Oui, moi je préfère donc prendre la casquette de militant du RDPC, mais d'abord rapidement je voudrais féliciter certains partis politiques qui font montre d'un minimum de démocratie en interne, comme le SDF, l'UNDP,
comme le PCRN, c'est des partis au sein desquels les gens sont d'abord cooptés et puis ils passent devant une commission d'investiture. Donc il y a quand même une certaine organisation qui crédibilise le processus. Il y a un sérieux. Il y a un sérieux. Ça n'a rien à voir avec le RDPC où les gens vont là-bas, les créatures du président national, ils décident que parfois ici, Bernard, on a parfois ici. Non, parfois ici, Bernard, on est dangereux. Il va venir nous embrouiller là. Et on l'écarte comme ça, on ne prend même pas ton dossier. Alors donc, ce qu'il faut dire aux responsables du comité central, moi d'abord je dois préciser que moi j'ai saisi le président national du RDPC, M. Biya, je l'ai saisi par une missive qu'il va recevoir demain au plus tard. C'est un plaidoyer pour demander au président national, à défaut d'organiser un congrès dans l'avenir, parce qu'il faut renouveler tous nos oncles là et tontons qui ont vieilli. C'est pas leur manquer du respect de dire ça, ils ont beaucoup travaillé déjà. Il faut penser à renouveler le personnel politique, surtout dirigeant du comité central. Il le faut, parfois ici, le fin mot, il faut que en démocratie, qu'on laisse l'affaire des hautes instructions et des plus fermées et qu'on laisse le pouvoir au peuple de décider, de choisir ceux et celles qui sont appelés ou qui seront appelés à parler en leur nom au municipal et aux législatives. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Marcel Mbono. Merci à Bernard Wana. Merci à Lendo. Merci à Madame Abega de l'UNDP, femme très dynamique, qui nous accompagne de temps en temps dans le cadre de notre production. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.